C'est bon. Bonjour, je m'appelle Florence Borde, je suis psychologue clinicienne. J'ai obtenu mon DESS de l'enfance et de l'adolescence en 2000. J'ai une expérience de 15 ans dans la protection de l'enfance et plus particulièrement dans un service d'AEMO, Action éducative en milieu ouvert, et en MEX, Maison d'enfants à caractère social sur unité jeunes majeurs. Je suis intervenue durant des années à l'IRTS, alors c'est l'Institut régional du travail social, auprès des éducateurs spécialisés, assistants sociaux, éducateurs jeunes enfants. Je donnais des cours sur le développement psycho-affectif de l'enfant et de l'adolescent. Je suis intervenue aussi à la faculté de Bordeaux auprès des étudiants en psychologie. Ma fonction de psychologue est particulièrement au sein du service d'AEMO et de soutenir en fait les équipes qui travaillent en fait auprès des familles dont les enfants sont dits en danger suivant l'article 375 du Code civil. Voilà. Donc le service est mandaté par le juge des enfants. Je peux à cette occasion rencontrer des enfants, des adolescents et des personnes détenteurs de l'autorité parentale. Ça se fait de façon ponctuelle. À l'unité jeune majeure, là aussi, en fait, mon travail consiste à soutenir en fait l'équipe et un accompagnement psychologique auprès des jeunes majeurs dans la classe d'âge de 17-21. Madame Céline Fourteau m'a sollicité pour répondre à vos questions, à vos préoccupations dans le cadre de votre travail et en partant du thème de la parentalité. Donc, du coup, je vais partir du mot de l'origine de la parentalité et voir une définition générale. La parentalité est issue du mot parent, lui-même venant étymologiquement des verbes en latin parere, pario, qui signifie engendrer, produire. En latin, parens désigne en fait les pères et les mères. Le Comité national de soutien à la parentalité, placé auprès du ministre en charge de la famille, définit la parentalité ainsi. Alors, comme je ne connais pas la définition par cœur, je vais vous la lire. La parentalité désigne l'ensemble des fonctions d'être et de vivre le fait d'être parent. C'est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s'inscrit, dans le but d'assurer le soin, le développement et l'identité de l'enfant. Cette relation adulte-enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et d'obligations morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles, exercées dans l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu d'un lien prévu par le droit, qu'on appelle l'autorité parentale. Elle s'inscrit dans l'environnement social et éducatif où vivent la famille et l'enfant. Donc le concept de parentalité recouvre donc plusieurs points de vue en fonction du champ dans lequel il est utilisé. Le point de vue juridique qui exprime les droits et les devoirs liés à l'autorité parentale. Le point de vue sociologique qui décrit les nouvelles formes de la famille. Le point de vue psychologique qui vise en fait le processus de transformation d'un adulte qui devient parent, et le point de vue socio-éducatif qui là s'oriente davantage sur les pratiques, ce qu'on appelle les pratiques de soins et d'éducation nécessaires au bon développement de l'enfant. La parentalité est un mot qui a été créé pour aborder la question parentale sous le prisme de 5 fonctions. La procréation, le nourrissage, l'éducation, l'attribution d'identité et le statut d'adulte. Nous pouvons dire donc à présent que la parentalité vise donc différents niveaux de représentation du statut de parent. La parentalité s'intéresse aux droits et aux devoirs dans le processus psychique du devenir parent et s'intéresse à la capacité des parents à assumer leur rôle. Dans la parentalité, comme vous l'entendez, il y a le mot parent. Et pour devenir parent, il faut avoir un enfant. Mais n'est-ce pas la naissance d'un enfant qui crée ce que l'on appelait communément une famille? La famille, quant à elle, est un phénomène universel qui a pris son origine dans le mariage et dans l'interdit de l'inceste qui est fondamental et structural. Une famille, selon Lévi-Strauss, je le cite, est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines.
Le mot parentalité est venu prendre progressivement lieu et place du mot famille dans le discours quotidien des professionnels concernés. Il serait opportun de se demander pourquoi il y a eu un tel glissement sémantique que le mot parentalité a été préféré à celui de famille. Bien que le mot de famille reste encore quelque peu vivant, le politique a préféré celui de parentalité, pensant que cela permettrait d'avoir une approche plus globale de la famille. Or, comme vient de le dire, en fait, la parentalité est un concept et pas la famille. La parentalité est devenue aujourd'hui un mot fortement employé qui a aussi évolué depuis les années 90 dans le travail social. C'est un mot finalement qui est devenu commun, assez banal je dirais, utilisé malheureusement à tout vent dans notre société. La société a donc créé un nouveau langage mettant d'un côté la parentalité au centre de nos actions et de nos préoccupations, de nos missions, et de l'autre côté, on a mis en place en fait l'intérêt supérieur de l'enfant, qui a été aussi au cœur de nos préoccupations, enfin qui est toujours au cœur de nos préoccupations, et ne cherchant que son épanouissement et son bonheur. C'est un petit peu l'idée de l'enfant idéal, de l'enfant sacré. De là, il a été jugé désormais de former les parents à être parents, et on nous a demandé d'éduquer les parents. Nous pouvons faire l'hypothèse qu'un clivage s'est un peu opéré à ce niveau-là, au niveau des représentations, comme si en fait il y avait les mauvais parents d'un côté et les bons enfants de l'autre. Ce concept de parentalité a fini malheureusement par écarter les vocables de père et de mère, et de famille même, je dirais, et on a même oublié les signifiants de père et de mère, qui ont disparu eux aussi aujourd'hui, alors pour d'autres raisons, au détriment de parents 1 et de parents 2. En effet, aujourd'hui, sont plus notifiés dans les livrets de famille des mots qui désignaient d'emblée en fait la filiation, le système de filiation, et qui plus est la filiation symbolique. Ainsi, grâce à ce système-là, s'opérait d'emblée une différenciation structurelle essentielle dans la construction de l'identité de l'enfant. La croyance actuelle de la société qu'un père peut être substitué à une mère, et inversement, qu'une mère peut être substituée à un père, est venue activement participer, me semble-t-il, à la déliaison des places de chacun, des fonctions de chacun, que chacun occupait dans l'éducation des enfants, et ce qui n'est pas sans conséquence sur l'ordre symbolique. Ce chamboulement, cette confusion des places, ainsi installée dans l'imaginaire collectif, corrélée de plus en plus à la croyance du fantasme de l'égalité père-mère. Je vous rappelle juste que en 2002 a été votée la loi sur la garde alternée des enfants. Il y est certainement aussi à la réduction de l'altérité concernant un homme et une femme. Autrement dit, qu'un homme peut être une femme peut être un homme. Cette recherche constante d'équilibre du couple homme-femme dans leur rôle est venue certainement déstabiliser la cellule familiale, remettant aussi en question les fonctions du couple père-mère. Cette recherche perpétuelle d'un épanouissement personnel et ou professionnel est venue également perturber la place des enfants dans ces couples homme-femme, père-mère. Caroline Eliatchev évoquait déjà que ces femmes qui devenaient mères avaient du mal à trouver un équilibre entre ces différents statuts de femme, de mère et de professionnelle pour certaines. Le désir d'enfant, via la place de l'enfant, a également évolué, l'enfant venant souvent légitimer le mariage, l'amour, la descendance et ce qu'on appelait souvent le nom de famille. D'ailleurs, à une époque pas si lointaine, il n'était pas acceptable ou recevable que les femmes, en fait, n'aient pas le désir d'enfant. Je vous ai fait ces quelques considérations succinctes pour que vous puissiez comprendre au mieux les propos qui vont suivre. J'ai donc évoqué les mots parentalité, famille, parents, père, mère, enfant, désir d'enfant, fonction, homme et femme. On observe que les nouvelles formes de famille, le regard porté sur l'enfant, la place de l'enfant dans notre société, les nouvelles formes d'éducation, l'exigence de réussite, etc., semblent avoir précipité et orienté des nouvelles pratiques chez les professionnels du travail social. C'est bien sûr aussi articulé à des courants idéologiques, à des causes, à des décisions politiques, puisque chaque année, on voit en fait qu'il y a une révision de certaines lois, que ce soit sur l'autorité parentale ou sur les mesures sociales en faveur des familles, le congé paternité qui a été voté par exemple, ça fait pas si longtemps que ça.
Juste pour rappel, un petit rappel historique, en 1970, en fait, le père n'est plus désigné comme le chef de famille. Voilà. Et tout ça, en fait, dans l'idée de l'égalité, sur le principe de l'égalité des sexes. En 1975, le divorce devient possible. Hein. Donc ça fait pas si longtemps que ça, finalement. Et en 2013, il y a le mariage du couple homosexuel. C'est juste des petites dates comme ça pour voir un petit peu l'évolution. Qui a contribué, me semble-t-il, aussi à classifier, à compartimenter, à créer des catégories et des actions, compartimenter des actions publiques finalement en faveur des familles pour répondre mieux aux évolutions sociétales. Nous parlons aujourd'hui de la parentalité comme s'intéressant essentiellement aux compétences parentales, au profit ou en mettant de côté l'idée des fonctions parentales, pourtant essentielles dans la construction psycho-affective de l'enfant. La parentalité vise l'apprentissage du rôle des parents dans le développement de compétences parentales, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut acquérir. La fonction vise quant à elle davantage la question de la responsabilité. Cela n'est pas sans conséquence sur la manière dont on regarde ces hommes désignés comme pères ou ces femmes désignées comme mères dans le travail social. En effet, il semble qu'aujourd'hui on les regarde davantage sous l'œil de la compétence, donc du savoir-faire, que sous l'angle en fait de la responsabilité, c'est-à-dire du savoir-être. Être responsable nécessite une certaine maturité pour répondre de nos actes ou pour répondre à quelqu'un. Or, dans le champ du social, quand on s'adresse à des personnes, à ses pères, à ses mères, on les regarde là aussi trop souvent comme des personnes adultes, c'est-à-dire matures, responsables. Comme s'il y avait une forme d'évidence que quand on est parent, on est obligatoirement mature. Et pourtant, on ne cesse dans le travail social de parler d'immaturité affective pour qualifier ces mêmes parents. Même si être parent est un métier, et un métier impossible si on s'en réfère à Freud, il n'en reste pas moins qu'il me semble primordial de regarder ses parents tels qu'ils sont et non tels qu'ils devraient être. Ce que je veux vous dire, c'est que si on considère par exemple un père, une mère comme immatures, il semble alors primordial de les regarder ainsi, et non comme un père, une mère matures, capables en fait de se comporter comme des parents jugés responsables. Ces pères, ces mères sont aussi et avant tout des hommes et des femmes pris dans leur propre histoire familiale. Ainsi, le regard posé sur eux peut être préjudiciable, d'autant plus que la tendance humaine spontanée, j'ai envie de vous dire, c'est de désirer, certainement de trop, qu'ils soient les meilleurs parents possibles. Mais le désirent-ils? Mais le veulent-ils? Des fois, j'ai observé combien les professionnels, dans leur élan, dans leurs croyances, etc., ont plus envie de faire évoluer la situation que les parents eux-mêmes. Cela peut avoir des conséquences comme celle de renforcer des sentiments négatifs, des comportements d'évitement, des faux semblants, d'alimenter certains fantasmes. Il est important donc, à mon sens, de rester vigilant et d'accepter que certaines personnes ne pourront pas occuper cette place de père et de mère, et d'accéder à la fonction qui leur incombe. Et puis vouloir faire à la place des gens ne les amène-t-il pas non plus à cultiver une certaine forme d'immaturité? On sait tous que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On peut constater qu'en voulant bien faire, on fait deux fois le contraire. Il est donc aussi important de ne savoir rien faire. La demande de l'autre ne se réduit pas à son énoncé, à ce qu'il dit. Entre la demande manifeste et la demande latente se nichent bien des mots, des ambivalences, des conflits et en fait au sens large, la vie psychique. Ainsi, répondre spontanément à la demande manifeste, souvent perçue d'ailleurs comme anodine, peut entraîner ces personnes, ces hommes et ces femmes dont on s'occupe dans une impasse. Il est important, je crois, de ne pas se précipiter, autrement dit d'agir dans le but de satisfaire cette demande, d'y donner une suite favorable, mais de s'autoriser à différer notre réponse, de prendre le temps de comprendre, de voir s'il y a par exemple des enjeux dans la demande qui nous est faite. Et voir si en fait cette demande elle pourrait aussi avoir des conséquences sur la relation en fait, que l'on construit avec cet autre qui nous échappe. Cela nous amène à poser une autre question, celle de la posture professionnelle dans les métiers dits de la relation.
Cette manière d'être avec cet autre, de poser un cadre, des limites, de l'écouter, de ne pas être dans le pouvoir, de ne pas se laisser envahir par exemple par l'empathie ou le bon sentiment, amène aussi à s'interroger sur ce que l'on écoute, sur ce que l'on entend et le sens que nous y mettons sur nos paroles et nos actes de parole. Qu'est-ce qu'on écoute? Qui on écoute? Quelles sont les limites de l'écoute? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a écouté? Quel est le sens de cette écoute? Et comment rendre sensé quelque chose qui peut nous paraître insensé? Nous pouvons aisément faire l'hypothèse que la posture professionnelle va créer des effets constructifs dans le positionnement des personnes rencontrées. J'associe par analogie, comme cette posture professionnelle, à ce que Winnicott, pédiatre, psychothérapeute, décrivait de la relation mère-enfant. Être ni trop près, ni trop loin. Madame Fourteau avait demandé aussi qu'on puisse un petit peu échanger sur le burn-out parental. Alors le burn-out parental, ou syndrome d'épuisement, est défini comme un syndrome de détresse intense lié à la parentalité et qui se manifesterait suivant les textes de 3 façons. Alors j'ai repris là aussi les définitions. Un épuisement physique et émotionnel, un désengagement affectif, la perte du sentiment d'efficacité parentale. Le concept de burn-out parental rencontre un plus grand succès depuis la crise sanitaire, est un mot qui est aussi là aussi de plus en plus employé dans le langage usuel. Le burn-out parental interroge quelque peu le concept de parentalité et de la fonction de l'enfant au sein de la société. Si la parentalité interroge la question de la compétence parentale, le burn-out parental a peut-être le mérite de réinterroger la question de la fonction parentale. Donc le burn-out parental se manifeste dans la cellule familiale, dans la relation parent-enfant. Aujourd'hui, il semble évident que la société demande, voire exige des parents, qu'ils soient des bons parents et les meilleurs parents. Cette demande touche ainsi des aspects narcissiques de ces hommes et femmes devenus parents et touche aussi la question de vie. Cette folle course-poursuite à répondre favorablement à la demande sociétale, c'est-à-dire d'être reconnus comme des parents légitimes, dignes, d'être des bons parents, n'est pas sans effet sur la manière dont ces parents en fait, projettent sur leurs enfants, leurs attentes et sur l'éducation aussi des enfants. À cet égard, une multitude de modèles éducatifs sont proposés aux parents, modèles qui sont censés proposer le meilleur pour les enfants. Ainsi, pour certains, il faut être branché, proposant un temps plein d'activités à leurs enfants, exigeant une réussite scolaire, etc., etc. Pour d'autres, il faut être au travail comme à la maison. Et pour d'autres encore, il y en a certains qui peinent à faire vivre leur famille et eux, ils peuvent encore moins répondre en fait, aux attentes de la société. Dans tous les cas, on voit les atteintes narcissiques en jeu et certaines personnes se demandent finalement pourquoi eux, ils n'y arrivent pas. Ils ne sont donc pas efficients. Être des parents modernes ou modèles n'est donc pas une tâche aisée. L'enfant est devenu en quelque sorte aujourd'hui le faire-valoir des parents, une sorte de vitrine parentale. Le modèle de la tradition familiale s'est vu gommé au profit de modèles sans cesse renouvelés, et on a l'impression même sans cesse renouvelables, par des personnes dites expertes, spécialistes, des professionnels de l'éducation. De quoi s'y perdre, hein, n'est-ce pas? Cette identification à la demande sociétale, dans le surinvestissement du rôle des parents ou le sous-investissement de la fonction parentale a de réelles conséquences sur le développement de l'enfant et son épanouissement. L'enfant, dans le concept du burn-out parental, se trouve mis tout de même à une drôle de place. En effet, il fait l'expérience qu'il a la capacité de mettre à genoux ses parents, peut-être même de les mettre à terre, de les exténuer, de les rendre impuissants, et que lui seul aurait la tendance à lui seul le pouvoir à faire inverser cette tendance. Autrement dit, l'enfant prend la main et conduit le bateau familial. On amène ainsi à faire croire à l'enfant, implicitement ou explicitement, qu'il est coupable ou responsable de l'état psychique de son parent. À quelle place mettons ainsi l'enfant? Quel pouvoir lui attribue-t-on? Celui de vie ou de mort sur ses parents?
Cela revient aussi à questionner sur ce que c'est un enfant, sur ce que c'est l'enfance du point de vue psychologique. Même si ici ce n'est pas notre propos, je ne peux m'empêcher aussi de penser au déclin de l'autorité. Nous, aujourd'hui professionnels, sommes finalement, comme ces parents, pris dans des injonctions sociétales plus ou moins paradoxales, dans une exigence de résultats et d'être de bons professionnels. Il y a donc aussi pour nous, professionnels, des enjeux narcissiques. Le choix de notre métier, comme vous le savez, n'a rien d'anodin. Il semble important, à mon sens, de revenir à ce qui nous définit professionnellement, ce pourquoi on est là, ce pourquoi on est missionné, ce pourquoi on est rémunéré. Nous, professionnels, nous avons acquis certaines compétences liées à notre formation, à notre expérience. La question de la responsabilité est moins évidente et bien plus déstabilisante et pourtant fondamentale. La responsabilité est et reste subjective. Ainsi, il apparaît nécessaire de repérer le champ de nos missions, nos propres limites dans le champ de nos actions auprès de ses parents, de ses familles. La complexité du psychisme, la complexité des relations nécessite que nous portions une attention particulière à ne pas tomber dans une pensée stéréotypée, réductionniste. Il est tout aussi prudent de ne pas tomber dans la surinterprétation de ce qui nous est raconté, de ne pas tomber dans le sentiment. Trop d'empathie tue l'empathie. N'oublions pas aussi que l'humilité est un de nos outils de travail. La nécessité de contextualiser, de réfléchir à nos pensées, à nos actes, à nos actions, de rester vigilant à ne pas occuper une place qui n'est pas la nôtre, sont tout aussi fondamentales dans le travail que nous menons auprès de ces familles. Mais à qui parler de ce que l'on vit au quotidien dans notre travail, de ces rencontres sources d'émotions, de nos réflexions, de nos difficultés. Des espaces tiers sont nécessaires pour continuer à rester vivants dans nos pratiques professionnelles, pour préserver notre identité professionnelle. Il n'y a pas de solution technique aux problèmes de la nature humaine. Je conclurai en me rappelant cette formule de Jean Oury, célèbre psychiatre, qui disait « Qu'est-ce que je fous là ?» qui pose la question de l'éthique et de la responsabilité dans nos métiers dits de la relation. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez poursuivre en fait cette réflexion au sein de vos institutions, au sein des équipes. Voilà. À bientôt.